Alors les amis, on se retrouve pour la suite. Je crois qu'on passe au XSS, si je vous dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ok, donc on va voir un peu le matos. Rappelez-vous, trois grandes catégories d'XSS. Ok, les réfléchis, les stockés et les stored based. Ok, les stored based, c'est les stockés, les dumb based, pardon, basés sur dumb. Ok, je vous ai fait des cours. Ok, donc là encore une fois, on va faire que survoler le sujet. Je vous mettrai les liens en description. J'ai déjà fait des vidéos qui durent des heures pour vous expliquer toutes les XSS et comment les exploiter. Vous avez également une salle qui est ici que je vous conseille de faire. Je crois qu'elle est gratuite. Allez faire la cross-site scripting, ok, et qui est XSS. Donc là, vous avez tout. Vous voyez que moi, je les ai déjà faites et j'ai déjà fait cette salle. Ok, on vous montre tout. Les stores, les reflected, les dumb-based. Ok, se servir même d'XSS pour faire du part scanning sur la machine ou se servir d'XSS pour faire un keylogger et l'évasion au niveau des filtres. Ok, donc tout ça, je vous ai fait les cours. Je vous mettrai en description. Là, on va reprendre, revoir les bases. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, les pages web, grosso modo, c'est trois grosses composantes. Vous devriez le savoir. On a HTML en fait, hein, qui va permettre de définir le contenu et la structure de la page web. On a CSS, Cascade Style Sheet, qui est pour tout ce qui est mise en page, ok, au niveau du style, du design, hein, de la page web, et le JavaScript qui permet l'interaction en fait, hein, l'interactivité même, ça permet d'avoir des animations sur une page web. Avant le JavaScript, on avait des pages web statiques. Le JavaScript permet des pages web dynamiques, ok? Donc le JavaScript, ça peut être extrêmement utile. On peut s'en servir pour faire fonctionner nos sites, mais on peut aussi s'en servir pour vous espionner. On peut s'en servir également pour vous pirater. C'est aussi simple que ça. Donc la plupart, vous le savez, le JavaScript est compris dans des balises, hein. Ces balises, c'est script. OK? Donc là, on ouvre notre code et là, on le ferme. C'est tout le temps comme ça. Donc, un exemple, on en voit très souvent sur une page source, pardon, un JavaScript est directement ajouté. OK? Et généralement, on lui donne un attribut src. OK? Src comme source. Et là, je vais lui dire, bah écoute, là, voilà l'endroit où se trouve le script. Si c'est un script JavaScript, généralement son extension est .js. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Bah tout simplement le JavaScript qui est à l'intérieur de ces balises, eh ben, va être exécuté quand la page est chargée. Ok? Donc déjà, réfléchissez en termes malicieux tout ce que ça peut comporter. À chaque fois qu'une personne charge une page web, le JavaScript s'exécute. Ça veut dire que si je mets du JavaScript malicieux, à chaque fois que quelqu'un consulte un site web, eh ben potentiellement il peut se faire pirater. Ok? Donc vous voyez déjà, on commence à rentrer dans le terrain des XSS. Pourquoi c'est extrêmement dangereux et c'est une des attaques les plus dangereuses, même j'ai envie de vous dire. Continuons. Les autres endroits en fait, hein, où le code JavaScript peut être ajouté, c'est au sein de balises HTML. En fait, hein, on va jouer sur les attributs et on peut faire un href, ok, avec le lien et on-click, on va lui dire, écoute, KDA. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, le JavaScript va afficher du texte, ok, quand on clique à un endroit précis. C'est le fameux on-click. On-click, on a ce qu'on appelle des événements sous JavaScript. Et si jamais votre souris vous cliquez à des endroits précis, eh ben, on va exécuter un événement. L'événement, ça peut être exécuter du code dans votre navigateur. L'événement, ça peut être par exemple changer la forme, ok, des icônes. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du JavaScript qui on-click. Dès que je passe sur fichier édition affichage outils, ça assombrit les polices, ok? Ça, c'est typiquement un événement on-click, ok? Vous voyez bien l'interaction. Là, ça me fait afficher l'état du document. Quand je vais là-dessus, ça me fait page d'accueil doc, ok? Tout ça, c'est le principe, ok, d'événement. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des bulles avec des indications.
Tout ça, c'est fait avec du JavaScript. Mais ça peut être particulièrement dangereux puisque là, on peut dire, bah écoute, code malicieux, et à chaque fois que tu cliques là-dessus, eh ben, le code malicieux s'exécute. Donc pareil, on a également, bah, les GAFAM l'utilisent beaucoup, les réseaux l'utilisent beaucoup. Euh, on peut en fait suivre à la trace ce que vous faites avec votre souris grâce aux événements. Ok, c'est comme ça que Facebook, pardon, c'est exactement où vous cliquez, ce que vous faites. Ok, parce qu'il y a des événements très précis et on peut même enregistrer la position en abscisse et en ordonnée de votre curseur de souris pour savoir à la seconde près où était votre souris, qu'est-ce que vous avez regardé, sur quoi vous avez cliqué. Ok, tous les journaux ont du JavaScript qui vont faire du training, ok, qui vont analyser vos consommations sur Internet, comment vous lisez les articles, combien de temps vous passez sur un article, et ça va tirer des graphes, ça va tirer des statistiques, et on va créer un avatar virtuel, on va connaître vos tendances, ok, combien de temps vous passez en moyenne sur tel ou tel article, sur tel ou tel site, etc., etc. Donc il y a beaucoup de sites qui utilisent ce qu'on appelle le user input, ok, ce que vous rentrez, ok. Donc ça peut inclure des posts que vous mettez, ou ça peut être aussi le transfert d'une somme d'argent quand vous êtes connecté sur le site de votre banque, ok. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul site qui fonctionne sans JavaScript. Mais le problème, ça veut dire qu'un acteur malicieux peut tout à fait injecter également lui aussi du JavaScript dans la page pour faire des actions malicieuses. Comment on appelle ce type d'attaque? Les fameuses XSS, Cross-Site Scripting. Donc je vous ai dit, on en a trois. Commençons par les réfléchis. Les réfléchis, en fait, c'est quand du JavaScript est justement arbitrairement réfléchi sur le serveur. Ce n'est pas permanent. Ok. On a ce type de scénario dans, par exemple, des erreurs au niveau des pages quand vous les chargez, ou éventuellement des liens. Si jamais il y a une charge utile qui a été passée en tant que requête, on va avoir différents liens et différentes réponses. C'est le cas le plus commun pour un attaqueur, en fait. Il va envoyer une URL contenant une charge utile malicieuse à la victime. La victime va cliquer sur l'URL et la charge utile va s'exécuter. Ok? Donc, via du JavaScript. Ok? Donc, on peut tout à fait militariser du JavaScript. Donc ça, c'est, on va dire, la plus simple. C'est la reflected. La stored. Alors, la stored, c'est la plus violente. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, elle est stockée. Elle va être stockée directement dans une base de données sur le serveur. OK? Et ça va permettre d'exécuter, d'enregistrer du code JavaScript arbitraire. OK? Et à chaque fois que l'utilisateur charge la page, le JavaScript va s'exécuter et va faire des actions dangereuses sur le navigateur de la victime. OK? Donc elles sont encore plus dangereuses que les reflected, les premières, puisque automatiquement, dès que l'utilisateur, la victime, va se connecter, eh ben, le JavaScript est chargé de la base de données et va s'exécuter dans le navigateur de la cible. Ok? Donc pourquoi c'est dangereux? Comme je vous ai dit, le JavaScript c'est extrêmement puissant. Vous pouvez faire, comme toute technologie, vous pouvez faire des choses bien et vous pouvez faire des choses mal, très mal. Ok? Très méchantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voler les cookies de l'utilisateur. Ok. Si on a vos cookies, bah, on va pouvoir se connecter à votre banque, on va pouvoir se connecter à Facebook, à Twitter, tous vos réseaux sociaux. Ok. À votre place. On n'a pas besoin de connaître le mot de passe. Le mot de passe est haché dans le cookie. J'utilise le cookie, je n'ai pas besoin de connaître le mot de passe. Ensuite, on va pouvoir s'en servir pour faire des keyloggers. Keyloggers qui vont permettre tout simplement de sniffer des informations sensibles qui vont être utiles pour le hacker. Par exemple, vous allez taper vos détails au niveau de votre carte de crédit, vous rentrez ça tranquillement, vous êtes sur le site d'Amazon, sauf que, eh ben, il y a une histoire des XSS qui va enregistrer tout ce que vous faites, notamment, eh ben, votre numéro de carte de crédit. Ok? Ensuite, pour le spam, en fait, on peut générer des messages avec des fenêtres qui vont popper et ça va permettre de manipuler, de faire soit de la nuisance, soit de ruiner l'expérience de l'utilisateur ou carrément faire de la défiguration de site. Ok? On va emmerder les utilisateurs qui se connectent sur le site.
Donc là, dans le scénario précis qu'on va étudier, nous, on va se contenter de voler un cookie. OK? Les cookies, vous savez qu'ils sont utilisés et accédés via une syntaxe JavaScript qui s'appelle document.cookie. Donc on a des fonctions, des méthodes qu'on peut appeler en JavaScript et qui vont nous permettre de manipuler tout ça en fait. Donc bien sûr c'est très intéressant pour un attaquant, ok? Puisque comme je vous le disais, une fois qu'il aura accès aux cookies, il a accès à vos données. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait éventuellement mettre ce type hein, de, de paramètres et on voit que bah là, Windows Location Attacker Website en paramètre, on prend quoi? Document cookie. OK? Donc on a une Windows Location, donc ça redirige l'utilisateur vers quoi? Eh ben malheureusement vers le site qui est contrôlé par l'attaquant. OK? Donc on voit déjà, vous vous connectez à un site légitime, automatiquement votre navigateur se reconnecte au site de l'attaquant et il vous vole votre cookie. OK? À partir de là, bah, tout est possible. L'attaquant peut accéder côté front-end, il peut attaquer votre navigateur, récupérer les cookies, mais aussi côté back-end, si jamais elle est store, elle est enregistrée, elle est stockée sur le serveur, il peut récupérer les logs du serveur, récupérer tout ce qui se passe, et même l'ensemble des cookies des utilisateurs, puisque chaque utilisateur a son cookie, et bien sûr, en base de données, côté serveur, il y a également tous vos cookies qui sont stockés. Ok, on compare les cookies. Si c'est bon, on vous laisse vous connecter au site web. Donc, vous imaginez, c'est encore plus lucratif pour un hacker puisque au lieu de récupérer juste un cookie dans le navigateur d'un utilisateur, il va récupérer l'ensemble des cookies des utilisateurs qui se connectent au serveur. Ok? Donc comment on pourrait faire ça? Eh ben on va faire une requête en XML via le protocole HTTP à partir d'un contrôleur de domaine, enfin d'un nom de domaine contrôlé. C'est beaucoup plus furtif en fait, puisque on n'a pas à rediriger l'utilisateur vers une page qui est différente. Et on pourrait tout à fait rendre le cookie visible pour un attaquant. Ok? Si on arrive à injecter une faille XSS dans un site, hein, un forum où les gens se laissent des messages, vous imaginez la dangerosité. Ok? Je vais laisser un message légitime, je vais injecter une faille XSS qui est invisible aux utilisateurs, et quand ils vont me répondre, quand ils vont suivre le thread, le topic sur Reddit ou autre, eh ben chaque fois qu'ils liront mon message, leur navigateur se fera pirater, je récupérerai leur cookie. Ok? Donc c'est une faille très permissive et très dangereuse. On peut faire des requêtes aussi également, hein. On peut extraire un cookie en utilisant une requête, ok? C'est courant, mais on peut se servir également des méthodes get ou post. Mais le plus intéressant même, à la limite, c'est de faire du JavaScript de façon asynchrone via Ajax. Vous savez qu'on a deux types de transactions en informatique. On a des transactions, comment dire, qui sont synchrones, ok? Et on a des transactions qui sont asynchrones. Donc là, on va travailler sur des transactions qui sont totalement asynchrones. OK? Et qu'est-ce que ça va nous permettre, en fait, via l'Ajax? Eh ben, on va pouvoir interagir avec le serveur, mais en tâche de fond. Là, c'est encore pire parce que il n'y a même pas besoin de mettre à jour ou de recharger la page web. Donc voilà, un type de snippet qui ferait tout à fait l'affaire. OK? Donc qu'est-ce qu'on constate? Bon, si on regarde un petit peu, on analyse le code, on voit que la première ligne, on va faire une requête XML, HTTP, ok? Et on enregistre tout ça dans une nouvelle variable, ok? La variable s'appelle XHR, ok? Donc ça, c'est la déclaration. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'on voit? On utilise notre fonction pour initialiser la variable, en fait. On va dire au navigateur quelle méthode on veut utiliser, si c'est du get ou du post. Là, on voit que c'est du get, ok? Et on passe trois paramètres, get, location et true. OK? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, là, le pass, on va lui dire l'endroit où il faut l'envoyer et si la requête doit être asynchrone ou non. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit oui, il faut que ça soit asynchrone. OK? Donc, dans la plupart des cas, on va utiliser des requêtes asynchrones, puisque on n'a pas besoin que le navigateur recharge la page web
et la requête va être envoyée en tâche de fond. Donc c'est beaucoup plus furtif. Ok. Ligne 3, qu'est-ce qu'on constate là? Au niveau du content type application JSON. Ok, donc elle est optionnelle, mais nous, ça va nous permettre donc de définir le type d'entête. Ok, set request header, on veut du content type, donc on le définit. Ok, et on veut être sûr que le navigateur est bien en train d'envoyer les données dans un format que le serveur a besoin. Ok. Ligne 4, on a le body parameter. Donc on s'est occupé du header, de l'entête. Ensuite, il faut s'occuper du body. Ok. C'est exactement ça. Ligne 4, on envoie la requête. Hein, et le body parameter, il est seulement nécessaire si c'est une requête qui est faite en post. Ok. Euh, et là, on peut avoir différents formats. On peut avoir également du JSON qui est utilisé ici. Ok. Donc get, post, Ajax, et on peut récupérer sous différents formats. Là, on lui a demandé de récupérer sous le format JSON. Ok. Donc quand on injecte en fait une charge utile dans une page, on va être incapable en fait de séparer ça, hein, comme dans l'exemple en fait. Ça va totalement fusionner. Ok. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Au début, c'est un petit peu déroutant, mais on va tout placer dans une ligne, ok, avec des points-virgules. Ça permet de faire la séparation, séparer les différentes lignes, et les points-virgules sont utilisés pour indiquer qu'une requête est terminée. Ok, comme dans beaucoup de langages de programmation, le point-virgule va nous dire, bah écoute, voilà, c'est la fin de l'instruction, tu passes à la suivante, ou l'instruction est terminée. Ok. Donc avant de faire des appels Ajax, c'est aussi important de connaître le format des requêtes, hein, et on va se servir beaucoup de bar, qui est extrêmement utile pour attaquer des applications web, hein, des sites web, ou vous pouvez le faire tout à fait à partir de la console développeur et regarder la partie réseau comme je vous l'ai montré. Et sur la partie droite, vous avez toute la partie header. Ok. La preuve en est, je vous montre rapidement. Ok, il veut pas que je fasse ça ainsi. Ok, network, et là, vous avez votre partie header. Elle ne charge pas, faut que je recharge, excusez-moi. Mhm. Ouais, j'ai pas plus de détails, non. Ouais, c'est étrange, je devrais avoir la page header. Je sais pas pourquoi elle l'est pas. Bon, quoi qu'il en soit, ça sera la partie là, à droite. Ok? Et on voit tous les en-têtes, hein, qui font partie de la requête. Et on a même les réponses, hein, justement. C'est comme ça que communique d'ailleurs votre navigateur web. Ensuite, le but, ça va être de trouver en fait des XSS, hein. Va falloir faire de l'injection et voir éventuellement si ça fonctionne. Le plus simple, c'est d'utiliser en fait des balises HTML, hein. Dans l'exemple, imaginons qu'un nom d'utilisateur est ajouté dans un paragraphe. Si on a un PP, ça permet de faire des paragraphes en HTML avec le nom d'un username. Eh ben, on peut tout à fait euh, inclure nos balises JavaScript, ok? Et ça pourrait tout à fait fonctionner, ok? Donc si on veut fermer éventuellement le paragraphe, eh ben qu'est-ce qu'on ferait? On va le laisser, on va faire un document de cookie, ok? Ça nous permettra de faire le boulot. S'il est ajouté à la page web, hein, ça donnerait une syntaxe comme ceci, ok? Donc on voit qu'on se sert de balises HTML préexistantes et on va faire des attaques par injection. Ok? On va injecter du code dans d'autres codes. Ok? Dans le snippet. On va abuser en fait, hein, de failles inhérentes de langage de programmation. Donc pareil, si on parle de JavaScript, eh ben on peut tout à fait éditer les attributs. Vous savez qu'on se sert d'attributs, comme je vous le disais, pour modifier ou pour rendre des pages web. Ok, on a le href, pardon, avec le link.
Donc, pour s'assurer que notre JavaScript pourrait s'exécuter éventuellement correctement, on doit modifier la syntaxe, ok? Et vous savez qu'avec les single quotes, eh ben, ça nous permet de s'assurer que c'est bien exécuté, hein. Donc là, ça peut être problématique. Par contre, si je mets ça, ça devrait fonctionner, ok? Donc on passe de ça à ça, ok? Donc tout ça, je vous l'ai déjà montré dans les cours, hein, je vais très vite, mais vous inquiétez pas, je vous ai fait des vidéos complètes sur le XSS. Donc dans la vraie vie, eh ben on a vu que les XSS sont extrêmement dangereuses et destructives en fait, hein. On a beaucoup de charges utiles. Le meilleur moyen, c'est bah, tester ça, hein, console log document. Et vous allez voir que ça va tout sincèrement charger en fait tout ce qu'il y a en termes de JavaScript, ok, dans votre navigateur. Donc on peut récupérer énormément d'informations à partir d'XSS. Alors c'était très utilisé il y a quelques années, ça l'est un peu moins parce que les gens commencent à comprendre la dangerosité, hein. Et je vous mettrai en lien déjà aller faire tous les modules sur PortSwinger, c'est les papas de Burp Suite. Ils vous apprennent bah, à attaquer un laboratoire, hein. N'allez pas faire ça sur Internet. Ne soyez pas des petits cons. Euh, et vous aurez toutes les cheat sheets. Ok. Donc, comment se servir? Vous voyez, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le JavaScript, eh ben ils font tout pour vous. Ok. Ça va permettre d'avoir des handlers, des event handlers, gérer des événements custom via le cheat sheet. Ok, extrêmement utile. Je vous conseille. Ok, et vous allez pouvoir formater. Et après, vous avez plein d'exercices. Vous pouvez tout à fait aller attaquer, aller dans l'académie et vous avez le Learning Pass, pardon. Alors, je crois qu'il faut se créer un compte, mais ils vous apprennent tout. Ok, les XXE, les XSS, les CSRF, les Access Control, l'authentification. Vous avez des labs, allez, c'est gratuit, je crois. Créez-vous un compte et vous verrez les injonctions SQL. Bref, tout ce qui est utile, hein. Le cross-site scripting, vous avez 30 laboratoires. Bref, le clickjacking, le dumb-based, les WebSockets, j'en ferai avec vous. Ok, vous voyez qu'il y a énormément de laboratoires. Mais si vous voulez être à l'aise en pen testing d'applications web, il faudra connaître ces 21 techniques. Ok, la XSS n'est qu'une partie, hein, du jeu, du game. Ok, il y en a 21, 21 attaques à connaître par cœur. Ok, donc ça demandera du temps, mais c'est extrêmement intéressant puisque on voit ces technologies et on voit comment on peut détourner du code, hein, pour parvenir à nos fins. Donc c'est extrêmement utile. Donc voilà, c'était la petite présentation XSS. On va maintenant voir un petit peu notre exercice rapidement et voir comment on peut exploiter ça gentiment. Donc qu'est-ce que j'ai là? Je dois avoir un site qu'on va venir attaquer. Euh, tu veux pas, enfin, tu veux pas te connecter parce que c'est sur le port 3000, ça sent, ok. Donc là, on arrive sur une mire de connexion. On va voir un petit peu l'exercice qui nous demande. Alors, quel est le cookie d'authentification de l'admin? Quelle est sa valeur? Donc, il va falloir qu'on abuse d'une faille. Donc, je pense qu'on va faire une XSS store-based, ok? Donc, qui est stockée sur le forum. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, en gros, on attend que l'administrateur se connecte. Et dès qu'il va se connecter, eh ben, on va lui voler son cookie, en fait. Mais là, vous l'avez bien compris, c'est une machine virtuelle, hein. Il n'y a pas de vrais utilisateurs. Mais on va voir un petit peu, essayer de comprendre comment
on peut faire ça. Pour vous montrer un exemple concret, ok? Donc, je vais me créer un compte, ok? Je vais m'enregistrer. Moi, je suis Toto NSA Gov, parce que je travaille à la NSA, vous le savez. Toto le hacker, hein, c'est le meilleur. Et Toto le hacker et mot de passe Toto. Super. Donc, euh, comme de millions d'utilisateurs, qu'est-ce que je fais? Je me connecte à un forum. Je vais pouvoir discuter avec des gens, interagir avec eux. Qu'est-ce qui se passe si les gens avec qui je discute, il y a un méchant hacker et il laisse des messages, mais dans ces messages, il y a peut-être des failles XSS qu'il a introduites. Vous allez voir qu'il suffit d'aller sur un forum pour se faire pirater sa machine. C'est assez dingue. Donc attention encore une fois à ce que vous faites, les sites sur lesquels vous allez. Ok? Surtout les sites de Warez ou les sites de téléchargement ou les sites de streaming. Euh, Auditez le code source avant de vous connecter. Ok? Ou bloquer le JavaScript. C'est pour ça que j'utilise UORigin. Je bloque tout le temps le JavaScript, ok? Les écritures distantes, même les médias, ok? Bref, tout ce qui pourrait me servir à pirater, ok? Par défaut, tout le JavaScript est toujours désactivé, ok? C'est le meilleur moyen de ne pas vous faire pirater. Si le site a besoin du JavaScript, regardez un peu le code source, vite fait, et si vous avez confiance, activez le JavaScript, ok? Mais par défaut, je vous conseille, enfin, je vous ai déjà fait des vidéos sur mes extensions, comment les utiliser. Allez voir UORigin, ok? Qui est un bloqueur de pub bien mieux qu'AdBlocker, ok? Et il fait plein d'autres choses. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc n'écris rien de sneaky, hein, de bien méchant. L'admin viendra de temps en temps. Donc là, vous l'avez compris, on nous donne une indication. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un compte. On voit qu'on se connecte pour nous aider pour le CTF. Il nous dit pas la fréquence des visites de l'administrateur. On sait que c'est un jeu, c'est un entraînement. On est en train de faire un CTF, en tout cas un challenge. Mais on s'imagine que pour l'exemple, ça devrait pas être très long. Donc maintenant, on va faire notre POC, notre preuve de concept. Ok? En JavaScript, on a vu qu'on peut obtenir les cookies avec document.cookie. Ok? Ok? Donc ça, c'est très très utile. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de publier du code source qui redirigera l'utilisateur vers le serveur web, mais pas, enfin, qui redirigera, pardon, je m'exprime mal, du serveur web là actuel vers ma machine. Ok? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va extraire la valeur du cookie dans leur navigateur et au lieu de l'envoyer au serveur, ça va l'envoyer à moi. Je vais le récupérer et je peux même me servir de Socat ou de Netcat, comme on veut. Ok? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que les serveurs fonctionnent sur le port 80. Bon là, c'est un exemple, hein, mais c'est le 3000 qui est utilisé. Donc si le 3000 est utilisé, on va en utiliser un autre. Et la plupart du temps, vous savez que les ports 80, il est ouvert sur toutes les machines. Donc abusons de cette faille. Qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, tout simple. J'ouvre un Netcat Listener, ok? On écoute sur le port 80. Ça, c'est la première étape de mon attaque. Ok? Donc là, sur ma machine, je suis en train d'attendre toutes les communications sur le port 80. Deuxième étape. Je vais vérifier qu'en sortie et en entrée, j'ai bien, avec mon pare-feu, le port 80. Ok? Parce que je crois qu'il est bloqué en entrée. Ok. Elle existe déjà. Là, je suis bien, c'est ouvert, c'est fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut qu'on injecte sur le forum, ok? Quoi? La XSS. Qu'est-ce que je fais? Je récupère mon adresse IP via le VPN 10 11 26 90. Ok? Ça va être mon adresse. Comment je peux injecter maintenant? Là, qu'est-ce qu'on a? Là, je peux taper des commentaires. Donc, si une personne est gentille, elle va taper Toto le hacker. Là, il n'y a aucun problème. On discute entre gens bien. Si la personne est un bip,
je m'auto-censure, il va faire quoi? Il va ouvrir un script, ok? Je commence à ouvrir mon script, euh, comment dire, Java, ok? Windows, je vais dire location, redirection, ok? Redirection vers quoi? Bah, je lui dis, écoute, pas de problème, tiens, HTTP, c'est port 80, et bah, tu vas te connecter à 10, 11, 26, 90, ok? Pour le fun. Qu'est-ce que je veux? Paramètres. Je passe quoi en paramètres? Je vais lui dire cookie. Coucou, je veux bien que tu me donnes le cookie. Et là, pareil, formatage comme on a vu avec les symbol codes, sinon ça va poser problème au niveau de l'exécution du code. Et qu'est-ce que je fais? Je me sers de la méthode, enfin de la fonction document cookie. Ok? Donc ça, c'est tout à fait légitime. Ok? Qu'est-ce que font même la plupart des serveurs? Ils utilisent le document cookie pour extraire le cookie de votre navigateur et le comparer avec le leur en base de données. OK? Donc ça, c'est normal, ça permet l'authentification vers des cookies. Mais là, on est en train de détourner l'utilisation de la fonction document cookie. Donc, si on détourne la fonction, c'est qu'on est en train de faire du hacking. OK? Qu'est-ce qui se passe? Je soumets? OK. On voit que la page là, elle se recharge automatiquement. Il n'y a rien qui apparaît. Et on dirait que là, elle est figée. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, on m'a renvoyé le cookie. J'ai le cookie. Ok. Donc vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement sensible. Ok. On a volé. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il a bien envoyé notre requête. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on peut tout à fait planter un serveur sur Internet avec une XSS. Et c'est le problème. Ok? Vous pouvez tout à fait cracher, malheureusement, Submit. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, le serveur il est crashé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une faille XSS store based. Elle est automatiquement, qu'est-ce que je vous disais? C'est la plus dangereuse. À chaque fois qu'un utilisateur va se connecter sur le serveur, il y a mon payload qui s'exécute. Ok? Ça veut dire que n'importe qui, il suffit que je laisse ouvert mon listener et je vais avoir tac, 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 tous les cookies des utilisateurs qui vont arriver sur mon ordinateur. Et après, j'ai plus qu'à usurper leur identité. Ok? Donc, vous voyez la dangerosité. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pas grand-chose. On a craché. On a vraiment craché la machine. Donc attention, si vous faites ça, là, c'est destruction de matériel. Hein. Vous risquez 3 ans de prison, 75 ou 100 000 euros. Je vous préviens. Entraînez-vous sur des machines virtuelles. Ne faites pas n'importe quoi. Je suis pas là pour vous montrer des trucs que vous allez faire dans le wild, into the wild, hein, dans la nature. Ne faites pas de bêtises. Donc là, on a planté la machine. Seul moyen, bah, c'est de la relancer. Donc là, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ok. Ça, c'est quoi que j'ai récupéré? Ça, c'est tout simplement le cookie. Mais le cookie de Coco. De qui? De l'admin? Pas du tout. C'est pas le cookie de l'admin que j'ai récupéré là. Moi, j'ai injecté une XSS pour récupérer le cookie de Toto. Ok? Puisque j'étais connecté entre Toto. C'était juste un exemple. Ok? Vous voyez bien que mon navigateur, j'ai piraté mon propre navigateur à partir d'un autre site web pour me renvoyer à mon ordinateur mon cookie. Vous voyez la démarche, hein, le schéma de pensée. Maintenant, on veut celui de l'admin. Comment on peut faire ça? Bah, tout simplement, en fait, on va d'abord se charger le payload, ok? Et ensuite, je vais lancer mon netcat. Ok. Ça évitera, de figer l'ordinateur et c'est l'admin qui va se connecter après et on va récupérer cette fois-ci un autre cookie. Vous allez voir, il sera différent. Donc je vous montre.
Revenons, se reconnecte sur le port 3000. Donc tout va dépendre de la séquence d'événements, ok? Là, il n'y a plus rien en base de données, hein. Je peux essayer Toto, mais ça ne marchera pas puisqu'il n'est pas enregistré. Et oui. Donc je recrée Toto, Toto NSAGov, bah oui. Hop, username Toto NSAGov, Toto, on est content, submit. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, euh, on publie notre commentaire et après on ouvre notre data. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va recharger exactement le même script et cette fois-ci, on fait l'inverse. Avant, j'ai ouvert un netcat listener. Maintenant, eh ben, je soumets le payload et au bout d'un moment, l'admin va se connecter. Ok, ok, c'est pas le mien. Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est la séquence d'événements. Première séquence d'événements, j'ouvre le netcat listener, j'injecte le XSS. On voit que c'est mon ordinateur qui envoie mon propre cookie. Ok? En tant que Toto. Si je fais l'inverse, qu'est-ce que je fais? J'injecte le XSS, mais j'ai pas ouvert au préalable le port. Donc mon navigateur à la limite va envoyer son cookie. Moi, mon ordinateur n'intercepte pas la communication. Par contre, la prochaine personne qui se connecte, et là on voit que c'était l'administrateur, et ben là je récupère bien son cookie. La preuve en est, c'est pas le même. Ok? Donc ça, j'espère que vous avez compris, c'est un des exemples, mais vous voyez que ça marche. Ça marche, c'est incroyable même, j'ai envie de vous dire. Et très souvent, bah, c'est comme ça qu'on va voler l'identité en fait des utilisateurs. Le meilleur moyen, c'est de monter un site web de toutes pièces et de le truffer de backdoor, hein, de le truffer de failles XSS, CSRF. Comme ça, vous allez sur le site, voilà. Donc même, je connais même des hackers peu scrupuleux qui font des writings, ok, qui font des CTF, hein, qui vous donnent les solutions de CTF. Lorsque vous allez sur leur blog, vous vous faites pirater. Faites attention. Donc voilà, c'était les XSS. Résumé trivialement, je vous ai fait une panoplie de vidéos que je vous mettrai en description si vous voulez creuser le sujet. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.